Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, la santé mentale des femmes. Mon nom est Liane Dorsonance et c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, je vais débuter en me présentant, vous dire un peu qui je suis et après ça, nous allons aborder le sujet tant entendu. Alors, mon nom est Liane Dorsonance, je suis travailleuse sociale ainsi que coach certifiée avec la Fédération internationale des coachs. Je travaille comme consultante externe pour Ronwood Santé et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter ce webinaire qui a été conçu et préparé par Ronwood Santé. Alors, avant de débuter, je voudrais commencer par évoquer les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui et leur importance. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent sur ces terres. Pour en savoir plus sur les terres sur lesquelles nous nous trouvons, je vous invite à aller sur le site internet Whose Land où vous pouvez aussi télécharger l'application. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut apporter une certaine sensibilité qui est juste normale. Nous allons parler d'une variété de maladies mentales, des problèmes de santé mentale, dont certains peuvent déclencher un inconfort suite à des événements du passé ou du présent. Alors, si vous avez besoin d'un moment pour soit quitter le webinaire d'aujourd'hui ou vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à aller consulter votre programme d'aide aux employés et à la famille ou d'autres ressources que vous souhaitez. De plus, sachez que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents et c'est la beauté. Et nous arrivons aussi avec tous nos expériences de vie, nos traumatismes, nos expériences qui peuvent nous perturber, mais qui fait aussi la beauté de qui nous sommes. Alors, sachez que le matériel d'aujourd'hui a été conçu et préparé dans un contexte général. Il y a de l'information aujourd'hui, vous vous sentez mal à l'aise, vous avez un inconfort ou quoi que ce soit, n'hésitez pas là, d'aller parler au programme d'aide aux employés à Ronwood Santé. Alors, sachez vraiment là, que le matériel d'aujourd'hui a vraiment été fait dans un contexte général, mais on est tous différents et c'est pas pour minimiser les facteurs, plutôt là, de vraiment rendre ça plus général. Bref. Alors, commençons le sujet d'aujourd'hui. Alors, je dois vous dire que quand on m'a demandé d'animer ce webinaire, j'étais complètement enthousiaste parce que les femmes ont des besoins différents à l'égard de leur santé mentale. Alors, ça m'a tellement fait un plaisir quand on m'a demandé d'animer ce webinaire sur les particularités au niveau de la santé mentale des femmes. Et aussi de regarder les différences au niveau de l'impact de la pandémie, de la COVID sur la santé mentale, autant sur les hommes que les femmes, mais il y a eu des différences importantes et c'est de le souligner. Alors, on va prendre le temps de le regarder. Malheureusement, il y a eu une hausse aussi d'agression à l'encontre des femmes aussi et des filles pendant la pandémie, de regarder de tout l'impact là, de cette pandémie sur les femmes. Et on va regarder des stratégies pour favoriser la santé mentale en milieu de travail pour les femmes et de connaître les ressources qui sont plus particulières pour la population féminine. Alors, au programme,
en revue, hein, différentes statistiques et des faits aussi. On va regarder la disparité entre les sexes, entre les, relations des rôles professionnels, l'impact que ça a aussi sur la santé mentale, l'impact de la COVID sur la santé mentale et comme je mentionnais aussi, on va regarder vraiment des stratégies, comment est-ce qu'on peut s'aider, comment est-ce qu'on peut aider un collègue et de bien connaître les ressources qui sont plus particulièrement pour les femmes. Alors, je propose qu'on débute par définir la santé mentale. On veut dire quoi quand on parle de la santé mentale? Dans la santé mentale, on le sait que c'est quelque chose qui est différent pour tous, c'est quelque chose qui fluctue, c'est quelque chose qui change, c'est en mouvement, hein, c'est comment est-ce qu'on se sent, comment on pense, comment on agit, hein. C'est différent pour tous et chacun. Alors, si on prend le temps de regarder la définition de la santé mentale, ici par l'Organisation mondiale de la santé, on dit que c'est l'état de bien-être grâce auquel une personne peut réaliser son potentiel, surmonter les tensions normales de la vie, travailler de façon productive et apporter sa contribution à la société. Alors, la santé mentale, en fait, de se sentir bien, de pouvoir, passer à travers les défis de la vie pour pouvoir faire, face aux différents stresseurs de la vie et pouvoir, être bien, hein. Alors, ça nous arrive tous à un moment ou à un autre, hein, où on peut se sentir moins bien. C'est juste normal. Mais souvent, on remet des stratégies d'adaptation en place pour justement se rétablir et se sentir bien. Alors, vous voyez que la santé mentale, c'est quelque chose qui change, qui fluctue avec le temps, dépendamment des circonstances, dépendamment de ce qu'on vit cette journée-là, des expériences de vie qu'on peut vivre aussi. Alors, c'est pas quelque chose de statique, mais plutôt quelque chose de, en mouvement. Et il y a des différences importantes quand on parle de la santé mentale entre les hommes et les femmes. Et on regarde, au niveau des femmes, les femmes sont portées, hein, à parler, de comment ce qu'ils sentent et ils vont en parler à leur médecin, peut-être plus ouvertement leur médecin que les hommes. Par contre, ils ont tendance à hésiter à aller se faire soigner ou aller chercher de l'aide. Alors, ça peut prendre plus de temps avant qu'ils vont chercher de l'aide. Pourquoi? Parce que justement, ils craignent la stigmatisation sociale qui risque de se produire ou par toutes les obligations qu'ils peuvent avoir en tant que mère, en tant que proche aidante aussi. Et on sait très bien quand on parle de la santé mentale, le plus longtemps qu'on attend pour aller chercher de l'aide, le plus difficile ça peut être, ou de se rétablir, hein. Les recherches le démontrent très bien que si on va chercher de l'aide le plus rapidement possible, on peut se rétablir le plus rapidement possible. Aussi, d'un point de vue historique, les traitements offerts aux femmes ont généralement fait abstraction des distinctions entre les deux sexes et même aussi les femmes atteignent plus de troubles mentaux liés à leur biologie, hein, face à les défis qui sont propres à eux, hein. On le sait que hein, les femmes bon, au niveau du système reproducteur, hein, des femmes, on sait que ça aussi, ça peut avoir un impact sur les femmes, tous les changements de niveau hormonal aussi. Et aussi, les femmes réagissent souvent différemment des hommes aux médicaments. Alors, justement, dépendamment là, de leurs besoins plus spécifiques. Alors, regardons quelques faits et quelques statistiques pour mieux se positionner, entre autres. Alors, 47 des femmes sont considérées comme étant à haut risque de développer des troubles mentaux comparativement à 36 des hommes. Alors déjà là, on voit qu'il y a plus de femmes qui sont à haut risque que d'hommes de développer des troubles mentaux.
25,7 des jeunes femmes se sont déjà automutilées, excusez, soit du double des jeunes hommes. Alors, les femmes vont avoir plus de risques à s'automutiler que les hommes. Les femmes sont presque 2 fois plus susceptibles que les hommes de se voir diagnostiquer d'une dépression. Les femmes vont avoir tendance à être diagnostiquées avec une dépression, en sont 2 fois plus. Les femmes qui ont subi des traumatismes tels que de la violence physique, sexuelle, dans une violence verbale, psychologique aussi, en sont 3 à 4 fois plus susceptibles de souffrir de dépression à l'âge adulte. Alors, on voit par les statistiques, qu'on présente présentement, là, qu'il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes. Et je vais vous en faire part. Les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes. Alors, on voit que les femmes aussi, hein, ils vont faire plus de tentatives de suicide. On voit aussi que la santé mentale au niveau de, par exemple, la schizophrénie, qui est une maladie mentale, elle tant pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes, elle a tendance à se développer à un âge peut-être plus élevé que les hommes, mais par contre, les symptômes chez les femmes sont beaucoup plus, fréquents, beaucoup plus importants aussi. Alors les hallucinations, les symptômes psychotiques aussi sont beaucoup plus fréquents. Et si on parle de troubles bipolaires, dont une autre maladie mentale, les femmes ont tendance à avoir de courts intervalles et ils ont de tendance à être beaucoup dépressives et aussi ont tendance à souvent se retrouver plus souvent hospitalisées pendant leur phase là, de manie, hein, de phase manie où est-ce qu'il y a beaucoup d'euphorie aussi. Alors, on voit là, par rapport à quelques maladies mentales que la maladie se manifeste différemment pour les femmes que pour les hommes et que les conséquences est vraiment différentes pour chacun. On va regarder d'autres statistiques ici. C'est les femmes le de alors, qu'est-ce qu'on veut dire par des troubles de santé mentale concomitants? Hein, ça veut dire qu'ils vont souffrir de plus qu'un trouble de santé. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'une femme peut avoir un diagnostic de dépression et que ça soit accompagné avec de l'anxiété aussi. Alors, il peut y avoir des doubles problématiques ou plusieurs problèmes. Il peut y avoir des fois des troubles de panique, des troubles de stress post-traumatique, il peut y avoir des phobies aussi. Or, la double problématique ou même, des fois, il peut en avoir plus que 2 aussi. Alors, c'est plus fréquent chez les femmes que chez aussi chez les femmes, la fréquence de troubles de stress après exposition à un événement traumatisant est beaucoup plus élevée, au moins le double de celle signalée que chez les hommes. Alors, on le voit là que c'est le double impact, hein, au niveau de l'exposition à un événement traumatique et aussi, pardon, un fait qui est très dérangeant aussi, du moins moi j'ai trouvé très dérangeant, c'est que 80 des personnes qui souffrent de des femmes. Et pas juste que c'est 80 mais aussi ces troubles-là affichent le plus haut taux de mortalité de toutes les maladies mentales. Mais malheureusement, on n'en parle pas tant que ça des troubles d'alimentation. On a tendance à parler de d'autres troubles, qui
qui sont aussi importants sans minimiser. Par contre, les troubles les plus fréquents chez les femmes et alors on voit là que la santé mentale, elle est effectivement différente autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, qu'en pensez-vous, hein, de ça? Êtes-vous surpris? C'est que moi, quand j'en ai pris connaissance, j'étais, hem, j'étais quand même assez me surprenait un peu moins. Je dirais que, surtout le sur des femmes et le taux de mortalité, plus élevé était vraiment une statistique que pour moi m'a grandement surpris. Prenons le temps de regarder vraiment les différences entre les femmes et les hommes sur le plan de la santé mentale. Alors, comme je mentionnais plus tôt, hein, les, les femmes vont éprouver la santé mentale différemment, vont souffrir de santé mentale différemment que les hommes, dans le sens que les femmes vont éprouver l'anxiété, la peur. Mais eux autres, les hommes, ils n'auront pas tendance nécessairement à le laisser paraître ou le faire paraître, qu'ils vivent des. Les femmes se blâment pour leur dépression, hein. Ils ont tendance à se blâmer, à se dire que c'est de ma faute, j'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas été assez bonne. Alors, on a tendance à beaucoup là, se blâmer soi-même, tandis que les hommes ont tendance à blâmer la dépression, la dépression qu'ils peuvent vivre sur les autres ou sur des circonstances. Alors, c'est la faute d'un autre ou c'est la faute de d'autres choses. Alors, à l'extérieur d'eux, tandis que les femmes vont avoir tendance vraiment à se blâmer eux-mêmes. Les femmes déprimées se sentent généralement tristes, dévalorisées, hein, tandis que les hommes ont tendance à être beaucoup plus colériques, beaucoup plus irritables. Alors, c'est ce que montrer là, dans la façon là, qu'ils expriment leur dépression. Les femmes ont tendance à manger, hein, leurs, émotions ou soulager, hein, leur douleur avec la nourriture ou aller chercher confort là, avec, la nourriture ou avec leurs amis. Tandis que les hommes ont plutôt tendance à avoir recours à ce que ça soit, ça pourrait être autant l'alcool, ça peut être la télévision, la sexualité, les sports aussi. J'ai lu tout récemment aussi la pornographie peut être une autre façon là, de s'exprimer aussi. Alors, on voit vraiment que ça se manifeste différemment. Les femmes, ont tendance à être beaucoup plus, léthargiques, à avoir, de la nervosité, tandis que les hommes vont avoir tendance à être plus agités, hein, ils ont une difficulté à se tenir en place, ils vont être beaucoup plus, actifs, tandis que la femme va avoir plus une grande fatigue et un sentiment de nervosité aussi. Et les femmes parlent facilement de leurs doutes, hein, d'elles-mêmes, de leur découragement, de leurs émotions, de ce qu'ils peuvent vivre, tandis que les hommes vont cacher leurs sentiments, parce qu'eux autres, ils ont tendance, ou du moins historiquement, ont tendance à voir ça comme un signe de faiblesse. Alors, juste ici, là, on peut voir là, vraiment les différences entre les femmes et les hommes. Alors, les femmes, en général, vont vivre des troubles de santé mentale différemment que les hommes. Les symptômes vont être différents pour certains aussi. Et l'impact de la santé mentale va être différent. On va regarder aussi qu'est-ce qui contribue à ces différences-là. Qu'est-ce qui peut influencer ces différences-là?
Alors, on sait qu'au niveau de la société, hein, les femmes vivent beaucoup d'influences au niveau de la société qui vont affecter leur santé mentale. Et ça commence souvent à l'adolescence, hein. À l'adolescence, hein, les femmes ont tendance à mettre plus d'emphase, hein, sur le regard d'elle, les stéréotypes idéalisés, hein, de la femme. Non, tu dois être intelligente, attrayante, belle, capable, hein. Aussi, les femmes ont tendance, ou les jeunes adolescentes ont tendance à se comparer beaucoup, se comparer aux autres, se comparer à ce qu'ils voient dans les médias sociaux aussi. Alors, il y a beaucoup de comparaisons qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir une influence sur leur estime de soi aussi, la confiance en eux. Si on regarde aussi au niveau des messages, hein, au niveau des médias sociaux, hein, on retrouve des messages des fois là, heu, qui sont beaucoup axés, hein, sur le regard physique, d'une femme. On va voir, tu sais, la vente beaucoup de produits de beauté aussi, hein, et on va voir, beaucoup de messages là, qu'on peut voir comme: «Fais attention à ce que tu vas manger», peut être des phrases que des fois qu'on pourrait dire, hein, qui va faire en sorte que il faut que tu sois belle. Alors, en général, hein, la santé mentale des femmes est affectée par souvent une estime de soi qui est peut-être plus faible, avec une dévalorisation ou un manque de confiance qui peut se développer à l'adolescence, qui est souvent influencé là, par des facteurs externes, dont les médias, dont le regard de l'autre, dont la comparaison qu'ils peuvent faire, dont les commentaires, hein, qu'on fait souvent au niveau qui doit bien paraître, qui doit être forte, intelligente, aussi, hein, souvent, on va dire à la femme: «Ah, tu es toute émotive», hein, tandis que, qui fait en sorte que la femme, là, vite se dit: «Oh, je dois cacher toutes mes émotions parce que sinon je vais être perçue négative». La femme aussi doit assumer des rôles traditionnels, des responsabilités aussi au niveau familial qui vont faire là, que ça peut affecter aussi. Hem, pardon. Aussi, il peut y avoir des discriminations, des désavantages aussi au niveau de la société, a conditionné, hein, notre façon de percevoir la féminité, hein. De nombreux facteurs de risque liés au sexe, hein, viennent du fait que la femme soit parfois désavantagée puis victime de discrimination. Traditionnellement, elle gagnait moins que l'homme pour le travail rémunéré et on le voit encore des fois aujourd'hui aussi. Ils portent souvent des responsabilités qui sont associées à leur statut d'épouse, de mère et des fois de proche aidante aussi. Et les filles, les femmes transgenres sont particulièrement aussi vulnérables, hein, car souvent elles peuvent faire face à des problèmes de santé uniques, en plus un éventuel rejet ou mis de côté par leur famille, par leur entourage. Ils peuvent être aussi victimes de discrimination, de violence, de crimes haineux aussi, hein. Alors, il y a un bon nombre de personnes là, dont le genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance, puis qui commencent à faire la transition à l'adolescence, au moment où ils se sentent déjà mal à l'aise dans la société. Alors, l'automutilation, puis les pensées suicidaires, la dépression sont significatives et souvent beaucoup plus élevées pour les filles et les femmes transgenres. Et souvent, malheureusement, ça commence à un bas âge.
Alors, c'est les filles âgées de 14 à 18 ans sont 5 fois plus à risque d'avoir des pensées suicidaires que les filles de cisgenres. 75 des filles transgenres de 14 à 18 ans ont déclaré savoir automutiler aussi. Ceux de 19 à 25 ans courent presque 8 fois plus de risques d'avoir des pensées suicidaires graves et plus de 16 fois de risque de tentative de suicide. Alors, vous voyez, là, de plus en plus, là, les recherches démontrent là, que les femmes transgenres sont souvent victimes de la discrimination, ont un mal-être, une souffrance importante. Et des fois même, il y a une recherche qui démontre qu'ils ont de la difficulté des fois à se trouver un logement ou même un emploi et d'avoir un côté financier stable là, qui peuvent prendre soin d'eux. Alors, on voit là qu'ils sont désavantagés davantage. Regardons aussi la conciliation travail-vie-famille, hein. On le sait que les femmes ont beaucoup euh, de difficultés à concilier la vie, travail, famille. Pourquoi? Parce que 80 sont toujours des aidantes dans leur vie, autant personnelle, hein. Ils continuent à avoir beaucoup de responsabilités envers les enfants, envers les tâches de la maison. Des fois, ils peuvent être des aidantes naturelles. Alors, les femmes ont plus de difficultés à concilier travail et famille parce qu'ils ont toujours la charge, ben, je ne vais pas dire toujours, je devrais dire, et il y en a beaucoup, d'après les recherches, qui ont encore une charge ou une responsabilité familiale plus élevée que celle des hommes, ce qui fait que ça cause un grand stress pour la femme. Hein, on le sait que traditionnellement, les femmes assumaient une plus grande part des responsabilités familiales au niveau des enfants, au niveau de la famille. Et là, les femmes ont retourné dans le milieu de travail. Alors là, ils jonglent vraiment le côté professionnel, prendre soin de leur carrière, à développer une carrière, mais ils continuent quand même à avoir une plus grande charge que l'homme au niveau des responsabilités familiales. Alors ça amène un stress important, hein, quand ils doivent essayer de concilier les 2. Alors l'inégalité au niveau du partage des tâches, heu, tombe souvent sur les épaules de la femme qui fait en sorte que ça peut avoir des impacts sur leur santé bien-être psychologique. Si on regarde la pénalité liée à la maternité, hein. Alors, au travail, beaucoup de femmes observent la dévaluation de la maternité et la favoritisme qui nuit la carrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, on remarque de plus en plus que les femmes qui veulent des enfants peuvent vivre une certaine dévaluation, certaines peut passer à côté de certaines opportunités, hein. On sait que c'est beaucoup plus valorisé, la femme carriériste qui ne veut pas avoir d'enfants. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que justement, la pénalité liée à la maternité, les désavantages auxquels les femmes sont confrontées dans leur carrière lorsqu'elles ont des enfants, dont le salaire qui est moindre. Il peut aussi avoir une discrimination à l'embauche aussi, hein, quand ils savent là, que, oups, elle risque de partir en maternité aussi. Hein, il peut avoir une perception d'incompétence, une pénalité liée au congé de maternité aussi et les problèmes de garde de l'enfant. Alors, on sait très bien que, hein, quand il y a au niveau de la garde des enfants, c'est souvent la femme qui a la responsabilité. Alors, au niveau de l'employeur, on sait que
oups, c'est vu comme un désavantage à ce niveau-là. La femme risque de prendre plus de congés aussi pour prendre soin de les enfants. Alors, on l'a vu, hein, surtout pendant la pandémie, souvent, c'était les femmes qui avaient la responsabilité des enfants et qui essayaient de faire le boulot aussi et que c'était difficile pour eux de jongler avec les 2 parce qu'ils prenaient soin ils travaillaient de la maison, puis les enfants se retrouvaient à la maison aussi. Alors, comment faire son travail et comment en même temps assurer la garde des enfants, surtout les jeunes enfants. Et quand les enfants aussi, s'ils faisaient l'école à la maison, alors ça portait un double défi et ça reposait souvent sur les épaules des femmes. Regardons davantage l'impact de la pandémie sur les femmes. Alors ici, on peut le voir, hein, la pandémie a créé vraiment une situation dont l'effet négatif sur les femmes est disproportionné. Il y a un sondage là, qui a été mené en octobre 2020 par le Centre de toxicomanie et de la santé mentale et qui révèle plus de femmes que d'hommes qui ont souffert de solitude, dont 23,3 de femmes comparativement à 17,3 d'hommes. Plus de femmes que d'hommes ont déclaré souffrir d'anxiété modérée à grave de 24,3 comparativement à 17,9. Plus de femmes que d'hommes craignent d'attraper la COVID aussi, alors 25,8 comparativement à 20,3. Et aussi, euh, on peut voir au niveau de la consommation d'alcool aussi, hein, que la femme signale consommer de façon plus excessive à 28. Pardon, que les hommes, excusez, les hommes ont consommé plus que les femmes au niveau pendant la pandémie, de 28,5 chez les hommes, comparativement à 22,6 chez les femmes. Alors, au niveau de la prise d'alcool a été plus élevée chez les hommes que chez les femmes pendant la pandémie. Alors, la pandémie et l'impact sur la vie professionnelle. Alors, je l'ai mentionné un petit peu tantôt. On va la regarder ici. Alors, on voit que la pandémie a touché autant les femmes au travail, hein. Elle a exhibur voyons, elle exhibère elle elle a ex elle a rendu ça beaucoup plus difficile, désolée, au niveau professionnel, hein, pour les femmes. Alors ici, on a vu que 25 des femmes ont envisagé quitter le marché du travail pendant la pandémie. Alors, pourquoi ils ont voulu quitter? Alors, justement, souvent parce qu'ils se retrouveraient avec la double responsabilité de travailler, de maintenir leur boulot tout en prenant soin des enfants à leur charge. Alors, hein, il fallait garder les enfants ou même enseigner les enfants aussi pendant cette période-là. Alors, c'était vraiment une période plus difficile pour les femmes. Les mères de jeunes enfants ont réduit leurs heures de 4 à 5 fois plus que les pères. 80 des adultes qui ne travaillaient pas étaient des femmes. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû même perdre leur emploi aussi, hem, ou qui ont dû quitter leur emploi parce que, la garde encore, des enfants, ou ils ont quitté leur ils ont perdu leur emploi parce que leur emploi ou qu'ils ne travaillaient pas, soit ils ont quitté ou soit ils ont juste arrêté de travailler pendant cette période-là parce que justement, ils se retrouvaient dans des postes soit de gardienne, de gardiennage, de garderie, qui étaient des postes où, oups, on a fermé, hein, les garderies pendant une période de temps. Les femmes occupent entre 70 et 77 des emplois essentiels, mal rémunérés aussi. Alors, en plus, les femmes ont fait 15 heures de tâches ménagères par semaine de plus que les hommes pendant la pandémie.
Alors, on voit vraiment là, que la pandémie a eu un impact là, sur les femmes et la vie professionnelle. Regardons aussi au niveau de la violence émotionnelle, la violence verbale, l'agressivité physique aussi. On le sait, hein, les statistiques, les études ont démontré hein, que le cas de violence familiale et conjugale ont augmenté de 20 pendant ah, le confinement aussi. Et l'ONU a qualifié que ces actes de violence à l'égard des femmes et des filles de pandémie de l'ombre, hein. On va appeler ça la pandémie de l'ombre. Et aussi les enregistrements d'appels, des lignes de soutien aux victimes parlent d'eux-mêmes aussi parce qu'ils ont vu un plus grand nombre. Alors, vraiment un plus grand nombre de femmes qui appelaient pour de l'aide, pour du soutien. Alors, pourquoi ça l'a affecté, hein, les femmes de cette façon-là au niveau de l'isolement, le stress accru, les difficultés économiques, les pertes d'emploi, la pénurie de ressources et aussi, hein, l'abus de l'alcool aussi. Alors, la pandémie a eu un impact important au niveau des femmes qui ont été affectées par de la violence familiale et aussi, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des difficultés à cet effet-là. Certaines femmes appelaient des ressources, cachées dans la salle de bain, dans le placard, parce qu'ils avaient peur, ils craignaient d'avoir d'autres violences, ils craignaient la violence physique, la violence émotionnelle aussi, hein. Ils sentaient vraiment que leur sécurité, elle était menacée aussi. Il y en a un grand nombre qui craignaient aussi pour leur vie. Alors, ce fut une période très difficile, pour, les femmes qui ont subi de la violence dans leur foyer. Alors, comment protéger? Comment aider les femmes? Comment pouvoir, hein, leur donner du soutien? Comment les aider par rapport à leurs besoins spécifiques, les besoins à eux? Dans un premier temps, c'est de bien comprendre, hein, comprendre la différence quand on parle, hein, de, santé mentale au niveau des hommes et les femmes, de comprendre qu'effectivement, il y a une différence entre les 2. Il est tellement important d'être conscient de nos préjugés qui sont souvent inconscients, puis de les ramener à la conscience et se renseigner, davantage sur les difficultés particulières là, que les femmes sont confrontées et l'importance là, de pouvoir les aider. On a besoin hein, de dénoncer les stéréotypes pour lesquels les femmes vont faire témoin, hein, de prendre conscience de ces stéréotypes-là qui renforcent la stigmatisation, qui empêchent une personne d'aller chercher de l'aide ou de parler de ses problèmes de santé mentale. Alors, le plus possible là, qu'on dénonce ces stéréotypes-là pour que les femmes puissent en parler, craignent la stigmatisation. Aider les femmes qui sont susceptibles d'être particulièrement vulnérables, hein, vulnérables par rapport au changement de système aussi. Ah, certains groupes de femmes plus que d'autres, de développer des problématiques de santé mentale. Hein, parce qu'ils peuvent se sentir dépassés par leurs difficultés qu'ils vivent. Alors, de pouvoir les aider davantage. Les femmes victimes de violences, d'agressions supplémentaires, hein, surtout le fait qu'ils sont encore plus isolés compte tenu cette grande vulnérabilité-là aussi. Alors, c'est important là, de ne pas les juger, de briser les stéréotypes, hein. De s'informer, de parler des besoins spécifiques, hein,
ouvertement. Important de reconnaître, hein, que les symptômes aussi sont différents par rapport à la femme et l'homme aussi, hein. Les symptômes qu'ils peuvent vivre au niveau de la santé mentale sont différents. On sait qu'ils sont différents d'un individu à l'autre, mais aussi, je voudrais ajouter entre hommes et femmes aussi, on l'a vu plus tôt. Certaines personnes qui peuvent cacher leurs symptômes et continuer à être complètement fonctionnelles, hein, malgré ceux-ci. Hem, Remarque des changements de comportement ou des changements au niveau du rendement d'un collègue, vous pouvez lui faire part de vos préoccupations. Alors, si vous remarquez qu'un collègue agit ou pense ou fonctionne, attitude, leur comportement ou une attitude changeante, allez les voir, allez leur demander: «Comment ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? J'ai remarqué, j'ai observé, hein, ou j'ai remarqué que tu sembles être plus en retrait, tu sembles t'isoler davantage, tu sembles, être différente que d'habitude, être moins, advenante ou moins présente». Alors, parlez du comportement que vous avez remarqué ou du changement de comportement chez l'individu. Ouais, et offrez-leur votre aide. Leur montrer: «Hey, j'ai remarqué ce changement-là, puis je veux juste savoir si ça va, puis s'il y a quelque chose que je peux faire pour». Alors, montrez que vous avez de l'inquiétude, vous avez une préoccupation, remarquer un changement chez cet individu-là. Parler aussi des forces de la personne. Habituellement, tu es une personne bien impliquée. Habituellement, tu es une personne, qui participe beaucoup, d'équipe. C'est pas toi être isolé comme ça à la tête, par rapport à ce changement-là. Assurez-vous, de leur faire part aussi qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour les aider, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent puis que le plus tôt qu'ils peuvent aller chercher de l'aide, le mieux que c'est pour eux. On le sait très bien, le plus tôt qu'ils vont chercher de l'aide, le plus tôt ils vont se rétablir, hein. Et respecter la vie privée. Si vous parle de certaines problématiques qu'ils peuvent vivre dans leur vie privée, on n'en parle pas, on divulgue pas, on garde ça pour vous. On garde l'information confidentielle. Par contre, on pense à la sécurité avant tout. Alors, si la personne pour des difficultés dans leur vie personnelle et font, allusion, font appel à peut-être des idées suicidaires, ou ils veulent se blesser eux-mêmes ou, blesser une autre personne. Alors, quand on craint à la vie d'une personne, c'est là qu'on va, justement, briser la confidentialité. On va en faire part, hein, à la direction. On va aviser la direction, les ressources humaines immédiatement. On peut contacter aussi le programme d'aide aux employés et à la famille. Ils peuvent vous aider aussi. On peut contacter, aussi d'autres ressources. Mais absolument, ne pas minimiser, on pense à la sécurité avant tout, la sécurité de tous et chacun est primordiale. Absolument, à ne pas faire, ben, ne pas étiqueter la personne, ne pas diagnostiquer la personne, ne pas minimiser. Si vous voyez des changements de comportement chez un individu, ben, ne pas minimiser et dire: «Ah, ça va juste passer». Souvent, ce que vous voyez là, la pointe du iceberg, parce que souvent, là, il y a beaucoup plus de problématiques. La personne souffre lance. Puis oubliez pas que souvent, ils cherchent, hein, à camoufler ou à pas faire paraître, les signes et symptômes ou leur mal-être. Ils vont le cacher davantage. Alors, si vous voyez des signes, ne pas le minimiser, juste partir, au contraire. Allez voir la personne, allez leur en parler. Assurez-vous de ne pas les juger et non plus leur dire que c'est leur faute ou c'est eux qui ont couru après. Faire ça. Participez pas au commérage, commencez pas à en parler à vos collègues ou à d'autres personnes autour, hein.
Et donnez pas des conseils, dites pas aux gens quoi faire. Prenez le temps plutôt d'écouter et de les référer vers les bonnes ressources. Et en aucun temps, vous devez compromettre la sécurité au travail. Ça, c'est essentiel, ça passe avant tout. Et ne cherchez pas à jouer le rôle d'un thérapeute, hein. Plutôt référer vers, les ressources appropriées. Alors, quand est-ce qu'on devrait, hein, demander de l'aide ou aller chercher de l'aide? Alors, la détresse psychologique peut être, le résultat d'une mauvaise journée, hein. On a tous Ça peut être aussi une mauvaise semaine. Ça peut être un problème temporaire et souvent, hein, on s'y arrive, oups, on peut avoir le goût là, de juste peut-être s'isoler pendant un week-end, puis après ça, oups, on se rétablit, puis là, ça va mieux. Mais par contre, quand les changements de comportement, d'humeur, de pensée sont perturbés et que les symptômes sont présents et ça a un impact sur notre fonctionnement au quotidien, et ça pour une période de 2 semaines, c'est là qu'on parle plus de problématiques de maladie mentale. Alors, on recommande à une personne d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter leur médecin, surtout principalement leur médecin ou un thérapeute. Si on remarque un changement d'humeur ou d'attitude ou de comportement qui persiste au-delà de 2 semaines. Et souvent, les comportements qu'on va retrouver dans le milieu de travail sont souvent au niveau de la performance, au niveau des retards, des absences, des pauses qui sont plus fréquentes. Ça peut aller aussi au niveau de la qualité du travail, hein, faire plus d'erreurs, avoir des trous de mémoire, avoir de la difficulté à se concentrer, avoir de la difficulté à prendre des décisions. Des fois, ça peut être aussi, une manque de collaboration, alors la difficulté de travailler avec d'autres personnes, puis des fois, il peut y avoir aussi, hein, de la friction, des confrontations ou des moments des conflits qui peuvent, s'aggraver aussi, hein. Des fois, tendance à blâmer, hein, sur l'autre qui peut amener, des conflits. Peut avoir tendance à se plaindre de fatigue. La personne peut justement vivre beaucoup de fatigue qui fait en sorte qu'elle peut avoir de la difficulté là, à se concentrer, à faire des tâches qu'auparavant, il faisait sans, difficulté. Peut se plaindre aussi, des fois on peut entendre les gens dire qu'ils ont des douleurs physiques aussi, hein. On le sait souvent dans les épaules, dans le cou, parce que justement, surtout une personne qui peut vivre de l'anxiété, hein, va avoir tendance à être beaucoup plus crispée, hein, au niveau musculaire. Au niveau, un point à la poitrine, des fois les gens vont dire: «Oh, je ressens comme un point à la poitrine ou à l'estomac». Souvent, c'est parce que la respiration, elle est plus courte quand on est stressé ou quand on vit de l'anxiété aussi. Alors ça va être on va, souvent entendre, des commentaires comme ça aussi. Alors ce qui est important, c'est de reconnaître quand il y a un changement au niveau du comportement de la personne, et d'aller voir la personne, d'intervenir, et de ne pas laisser ça aller, surtout pas au-delà de 2 semaines. Et sachez qu'il y a des solutions au niveau des problèmes de santé mentale, hein. Il y a plusieurs solutions et il y a plusieurs façons de traiter la maladie mentale aussi. Une approche biopsychosociale qui regarde une approche au niveau médical et thérapeutique, est reconnue pour être l'approche la plus, efficace pour aider les gens là, qui souffrent de troubles mentaux. Alors, on suggère souvent, hein, que les gens aillent voir un thérapeute. Ils peuvent consulter le programme d'aide aux employés à la famille ou une ressource à proximité. Alors, de parler justement à un thérapeute de comment je me sens, comment je pense et comment j'agis. On sait aussi que les gens qui souffrent de troubles mentaux ont tendance à s'isoler et les recherches le disent très bien que quand on gens, ça nous aide énormément. Alors, le soutien là, des gens autour de nous, des membres de la famille, des groupes, des amis, ça nous aide à nous sentir mieux.
des bonnes habitudes de vie, c'est essentiel aussi. Alors, souvent, on va encourager à avoir des bonnes habitudes de vie, dont un sommeil, essayer d'avoir un bon sommeil. L'idéal, les recherches le démontrent, c'est d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil par soir à tous les soirs. D'avoir une alimentation qui est saine, qui est bonne. De plus en plus de recherches démontrent des liens entre la santé mentale et notre alimentation. Alors, avoir une alimentation saine, faible en gras, faible en sucre. Alors, essayer d'éviter les aliments transformés et de manger de plus en plus d'aliments frais, de fruits, légumes, de protéines de santé aussi. Et on sait très bien l'exercice est essentiel. On sécrète des hormones positives qui nous aident grandement à se sentir mieux. Alors, les recherches le démontrent, de vraiment là, 20 minutes par jour là, d'exercice, de faire une activité physique nous aide à faire un vide aussi, au niveau, de nos pensées. Il nous fait un grand bien, autant physique que mental. De plus en plus de recherches démontrent que la réduction du stress, à travers la pleine conscience, dont le yoga, la méditation a un impact positif à soulager la dépression, l'anxiété aussi. Alors, à ne pas négliger le yoga, la méditation, le regard vers le positif aussi, la gratitude, la reconnaissance pour ce qui va bien. Alors, regarder, là, vers avoir tourné notre regard vers le positif. Ça aide grandement de ramener nos pensées dans le moment présent, surtout quand on vit de l'anxiété, on a tendance à anticiper, à être beaucoup dans le futur. Des fois, quand on vit de la dépression, on peut avoir des propos axés plus sur des «j'aurais dû» dans le passé. Alors, la méditation, ça nous aide à être dans le moment présent, le ici, maintenant. Aussi de la consultation d'un médecin, hein. Alors, vraiment, quand on parle de maladie mentale, hein, on sait que c'est une vraie maladie, c'est la maladie du cerveau pour laquelle on a besoin d'un traitement. Alors, idéalement, un traitement biopsychosocial, un traitement médical. Alors, ça, c'est important là, d'aller consulter un médecin. Alors, je vous présente ici quelques ressources, des ressources qui sont spécifiques aussi, hein, pour les femmes. Alors, il y en a qui sont plus générales, mais il y a des sections là, qui vont regarder les traitements ou les besoins plus spécifiques pour les femmes. Alors, je vous invite là, à regarder les différentes ressources, hein. Il y en a ici qui sont en anglais, mais il y en a d'autres aussi en français. Il y en a plusieurs aussi en français. Alors, de plus en plus de recherches qui se fait sur la santé mentale et les femmes. Quand on va voir les ressources, il y a des volets là, qui ciblent justement les besoins en lien avec les femmes. Alors, en résumé, avant de quitter, hein, ce que je voudrais vous dire et ce que je voudrais que vous qu'on parte avec aujourd'hui, qu'on retient là, du webinaire d'aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des différences entre les hommes et les femmes au niveau de la santé mentale, au niveau de la cause, au niveau aussi, de la façon que ça manifeste aussi, des symptômes aussi. Et la différence commence souvent à l'âge de l'adolescence et ça continue au niveau de l'âge adulte. On sait qu'il y a des influences, il y a des différents éléments qui vont influencer l'impact de la santé mentale chez les femmes, donc au niveau de la société, de l'influence, hein, au niveau de la société, au niveau de l'inégalité, la vulnérabilité, les traumatismes aussi que les femmes peuvent vivre. Et aussi, comme on a parlé, hein, physiologiquement aussi, le fait là, d'avoir un enfant aussi, autant que c'est
un beau moment de pouvoir avoir un enfant, autant que ça peut avoir un impact au niveau physiologique, au niveau hormonal aussi, hein, quand on parle de tous les changements hormonaux au niveau du postpartum, au niveau, si on a de la difficulté, des problèmes au niveau d'infertilité aussi une perte d'un enfant aussi, ça apporte une énorme tristesse et un traumatisme important, qui a un impact, important là, sur la femme aussi. On a parlé aussi, des troubles d'alimentation, hein, qui est une maladie mentale qui affecte beaucoup de femmes, de jeunes femmes par rapport à l'image sociale, hein, puis ce qui est projeté aussi dans les médias. Et l'effet de la pandémie. La pandémie a contribué beaucoup, hein, au niveau de la santé mentale sur les femmes, surtout au niveau de la responsabilité familiale, l'isolement aussi, le manque de soutien. Mmh. Et on le sait que la stigmatisation, c'est la raison première, hein, pourquoi les femmes, veulent pas aller chercher de l'aide et aussi les hommes, hein. Alors, c'est pour ça que c'est important de réduire la stigmatisation dans nos milieux de travail, dans nos milieux personnels aussi, de parler davantage de la santé mentale en milieu de travail et d'en parler besoin aussi de la femme. Alors, on le sait que la violence, la pauvreté, la discrimination, l'isolement, les responsabilités, entre autres, sont des facteurs là, qui contribuent au niveau de qui contribuent à fragiliser davantage la santé mentale des femmes et dont les besoins sont différents. Alors, voici un petit, survol sur la différence au niveau, des hommes, des femmes, les besoins qui peuvent être différents aussi. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à m'en faire part. Vous pouvez le faire soit par le clavardage ou en, hem, en enlevant votre mode sourdine et de participer verbalement aussi. Sachez aussi qu'il y a plusieurs références ici que nous avons citées là, tout au long là, de la formation d'aujourd'hui. Alors, vous avez quelques références pour lesquelles nous avons consulté. Donc, Homewood Santé a consulté en préparation là, pour cette formation. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous sentez plus outillés au niveau de la santé mentale des femmes, comme mieux la comprendre, mieux en parler aussi, mieux la reconnaître et davantage de soutenir les gens qui souffrent de troubles mentaux là, dans les milieux de travail ou dans tout environnement, que ce soit un collègue, que ce soit un ami, que ce soit un proche, hein, de soutenir et de suggérer d'aller chercher de l'aide le plus tôt possible. Alors voilà, merci beaucoup en espérant que ça vous a plu aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.